Le 21 juin 1951, 06h47 du matin, dans les entrailles palpitantes de l'usine d'aviation Boeing à Wichita, Kansas, où l'air confiné exhale un miasme épais de cambouis rance, de sueur aigre et de soudure fraîchement fondue, Joe Harlan, ouvrier de 38 ans aux mains calleuses gravées de cicatrices industrielles, pousse la lourde porte d'acier battue par les ans et sent immédiatement le grondement viscéral des tours tournantes lui comprimer la poitrine comme une enclume invisible. Le sol de béton, huilé et glissant, vibre sous ses bottes usées, semelles de caoutchouc craquant comme des os secs sur la graisse accumulée, tandis que la lumière jaunâtre des ampoules suspendues, couvertes de suie, projette des ombres difformes sur les carcasses titanesques des fuselages de B-47, stratojets en gestation, ces oiseaux d'acier destinés à semer la mort au-dessus de la Corée. Vous sentez, vous aussi, cette humidité poisseuse qui s'infiltre sous votre chemise kaki trempée, collant le tissu à votre peau comme une seconde épiderme, suintant de peur ancestrale. Car ce matin-là, Joe n'est qu'un rouage anonyme dans la machine de guerre américaine, ignorant que son geste banal va fissurer le voile d'une conspiration transatlantique, où les ombres du Kremlin tendent leurs griffes vers les secrets du ciel. Joe avance d'un pas lourd, son déjeuner en boîte métallique tintant contre sa cuisse, l'écho se perdant dans le vacarme symphonique de l'usine. Le sifflement strident des perceuses pneumatiques déchirant l'air, le cliquetis rageur des chaînes de montage traînant des tôles rivetées, et par-dessus tout, le bourdonnement sourd des ventilateurs géants qui peinent à chasser la fumée âcre des chalumeaux oxyacétyléniques dont les flammes bleues dansent comme des spectres affamés. Ses poumons se contractent sous l'assaut de cette atmosphère toxique, un cocktail corrosif où se mêlent vapeur d'essence aviation, odeur métallique du titane fraisé et relents de café brûlé des pauses clandestines. Il tousse, un râle humide remontant de sa gorge irritée, et essuie d'un revers de manche la sueur qui perle déjà sur son front, ridé par 10 ans de labeur incessant. À sa droite, Big Mike, le contremaître au visage taillé à la serpe, beugle des ordres par-dessus le chaos. « Harlan, section 7, fuselage arrière, et magne-toi le train, on est en retard sur les quotas du Pentagone. » Sa voix rauque comme du gravier broyé, tandis que Joe hoche la tête, muscles noués par la routine, ignorant que sous cette cacophonie industrielle, des murmures en syriaque ourdissent la trahison. Il atteint son poste à 06h52, un échafaudage précaire perché à 10 mètres de haut où l'acier froid des longerons mord ses paumes gantées alors qu'il inspecte les soudures d'un réservoir de carburant, ses doigts tremblants de fatigue matinale palpant les joints lisses, encore chauds du passage des soudeurs de nuit. L'odeur ici est plus intime, plus suffocante, celle du kérosène suintant des joints mal scellés, mêlé à la cordite résiduelle des tests d'étanchéité. Un parfum de guerre imminente qui imprègne ses narines et fait remonter en lui les souvenirs embrumés de Guam en 1944, où les B-29 rentraient noircis, puant la chair carbonisée. Vous grimpez avec lui, sentant le métal ployer imperceptiblement sous votre poids, le vent chaud des extracteurs fouettant votre visage, portant des bribes de conversations étouffées, un rire forcé, un juron en polonais. Et soudain, alors que Joe se penche pour ajuster un boulon récalcitrant, sa clé à molette heurte une plaque de revêtement dessoudée, qui s'entr'ouvre avec un craquement sinistre, comme la mâchoire d'un piège rouillé se refermant sur sa destinée. Le cœur de Joe s'emballe, un marteau-piqueur logé dans sa cage thoracique, cognant contre ses côtes, tandis qu'il écarte prudemment la plaque d'aluminium déformée, ses ongles griffant la peinture écaillée, et là, niché dans un compartiment improvisé entre deux nervures structurelles, un espace que seul un œil exercé comme le sien pouvait remarquer, gît un paquet de documents ficelés, jaunissent par l'humidité, enveloppés dans un chiffon graisseux imprégné d'huile de moteur. L'air semble se figer autour de lui, le vacarme distant de l'usine se muant en un bourdonnement spectral,
tandis qu'il déplie le premier feuillet d'une main hésitante, les lettres dactylographiées en anglais mais parsemées de termes codés. Projet Silver Plate, puissance de poussée J57, coordonnées Yalta 2, et en bas, une signature illisible barrée d'un sceau rouge estompé, GRU. La sueur froide ruisselle le long de son échine, poisseuse comme du mercure. Son souffle se raccourcit en halètement paniqué, car il sait, au plus profond de ses entrailles nouées par l'instinct de survie, que ces papiers ne sont pas des schémas oubliés, mais les veines palpitantes d'un serpent soviétique infiltré dans le cœur industriel de l'Amérique. Il replace les documents avec une délicatesse fébrile, refermant la plaque d'un geste maladroit qui émet un claquement trop fort, résonnant comme un coup de feu dans son crâne, et descend de l'échafaudage les jambes flageolantes, chaque barreau d'échelle mordant ses paumes moites, le monde chavirant en un tourbillon de doutes. Qui a soudé cela? Petrov, le nouveau soudeur aux yeux fuyants arrivé de Détroit 3 semaines plus tôt? Ou Larsen, le technicien aux accents slaves, masqué par un chewing-gum perpétuel? Vous descendez avec lui, le sang pulsant à vos tempes, le goût métallique de la peur sur votre langue, tandis que le sol concret heurte vos bottes avec une violence inattendue, et Joe, évitant les regards inquisiteurs de ses camarades, se dirige vers les toilettes, un réduit crasseux aux murs tagués de graffitis anticommunistes, où l'odeur d'urine stagnante et de désinfectant chimique lui donne un haut le cœur. À 0,15, accroupi sur le carrelage fendu, Joe déroule à nouveau les papiers sous la lumière blafarde d'une ampoule nue qui grésille comme un insecte mourant, ses yeux plissés décryptant les lignes codées, des schémas de turbomoteurs partiellement effacés, des fréquences radio pour contact avec des sous-marins du Pacifique et une liste de noms: agent cardinal, livraison composant uranium 235, usine Dupont, 15 Westwood 7. Chaque mot suintant une trahison glaciale qui lui comprime la trachée. Ses doigts tremblent, froissant le bord d'une photo. 2 hommes en imperméable sombre, l'un arborant une cicatrice sur la joue, devant un bâtiment anonyme de Washington. Il reconnaît vaguement l'un d'eux, un ingénieur visiteur la semaine passée. La panique monte, un raz-de-marée acide dans son estomac, mélange de bile et d'adrénaline, car en cet instant, l'usine entière lui apparaît comme un labyrinthe piégé, chaque ombre un espion, chaque machine un complice ronronnant. Il fourre les documents dans sa chemise, le papier crissant contre sa peau, et sort, le cœur battant la chamade, évitant Petrov, qui répare une perceuse à proximité, son regard perçant comme une lame de baïonnette. La matinée s'étire en un supplice lent, chaque seconde dilatée par la tension. À 08h22, lors de la pause café dans la cantine au banc poisseux de Grèce, Joe sirote son gobelet brûlant, les yeux rivés sur Larsen qui chuchote avec un ouvrier roumain, leurs lèvres remuant en un patois guttural, tandis que l'odeur de beignets frits et de tabac bon marché masque à peine la peur qui suinte de ses pores. Vous êtes là, à la table collante, sentant la chaleur du métal du banc irradier dans vos cuisses, le bourdonnement des conversations ouvrières comme un essaim menaçant, et Joe note mentalement les allées et venues. Un colis suspect, livré à quai 4 à 07h50, marqué « pièce de rechange URSS », malgré l'embargo. À 09h45, de retour au poste, il feint de fraiser une pièce de titane, la fraise hurlant son aria stridente, mais son esprit tourbillonne, reconstituant le puzzle. Ses accidents récents, un schéma volé la veille, les coupures d'électricité opportunes, chaque détail amplifié par le doute corrosif qui ronge son assurance comme de l'acide sur l'acier. Midi approche, 11h58, et le klaxon strident déchire l'air, signalant la pause déjeuner. Joe s'échappe vers le parking, son vieux Ford pick-up garé sous un chêne rachitique, où l'air frais du Kansas, chargé d'ozone et de poussière ocre, lui offre un répit illusoire.
Assis au volant, portière close, il étale les documents sur le siège passager craquelé, le soleil zénithal filtrant à travers le pare-brise poussiéreux, illuminant les annotations en russe translittérées. NKVD, directive 1949, infiltration site Manhattan bis, et une carte annotée de l'usine avec des flèches menant à la section moteurs expérimentaux. Son pouls s'affole, veines gonflées au cou, sueur salée coulant dans ses yeux, brouillant la vision. Il imagine les bombes atomiques russes se nourrissant de ses secrets, les B-47 ennemis survolant Chicago, et une nausée viscérale le submerge, le ventre se tordant comme sous un coup de poignard. Vous serrez le volant avec lui, jointure blanchie, sentant le cuir usé collé à vos paumes moites, le tic-tac du tableau de bord amplifié en compte à rebours fatal. À 12h17, Joe compose le numéro du FBI de Wichita sur une cabine téléphonique graffitée au bord de l'usine, le combiné froid contre son oreille moite, la tonalité monotone s'étirant en éternité tandis que des ouvriers passent, riant grassement, ignorant le drame intime. « Allô? Bureau fédéral? J'ai trouvé quelque chose. »« Des espions, je crois. » balbutie-t-il, voix éraillée par la terreur, et l'agent au bout du fil, un certain spécial agent Harlan Fisk, ironie du nom, note calmement, mais Joe perçoit l'urgence sous le ton professionnel, le crépitement statique comme des étincelles d'une mèche allumée. Il décrit tout, mot par mot, les dates, les noms, le sceau GRU, son récit ponctué de silence haletant où le vent du Kansas fouette les vitres, portant l'écho lointain des turbines testées. Fisk promet une équipe dans l'heure. Restez discret, Harlan. Ne parlez à personne. Vous venez de sauver des vies. L'après-midi reprend à 12h45, mais l'usine est devenue un champ de mines pour Joe. Chaque regard de Petrov, croisé à 13h02 près du quai de chargement, est une flèche empoisonnée, ses yeux sombres, scrutant comme un loup flairant la proie. L'odeur de son tabac Bello-Morcanal, âcre et exotique, s'attarde dans l'air, rappel insidieux. À 13h28, lors d'une soudure de routine, Joe sent une présence dans son dos. Larsen, murmurant « Problème avec le réservoir, Harlan », et le métal de la torche tremble dans sa main, la flamme bleue vacillant dangereusement près du carburant, son cœur cognant si fort qu'il couvre presque le sifflement du gaz. Vous sentez la chaleur lécher votre visage, la sueur piquante dans les yeux, la pression montante d'un piège se refermant, et Joe élude d'un grognement, reculant d'un pas, bottes glissant sur l'huile. 14h12. Une Ford noire banalisée s'arrête discrètement au poste de garde. 2 agents en civil. Fisk, grand, mâchoire carrée, et son partenaire Ruiz, trapu aux yeux vifs, infiltrant l'usine sous couvert d'inspecteurs de sécurité. Joe les rencontre en section 7, à l'abri d'un fuselage inachevé, l'air confiné vibrant du ronron des compresseurs. Fisk déplie les documents, ses gants fins palpant le papier fragile, et hoche la tête gravement. C'est du lourd, Harlan. GRU, le renseignement militaire soviétique. Ce réseau court depuis 1945, via les Canadiens. Vous avez touché le jackpot. La révélation s'abat comme un marteau. Des semaines d'observation commencent. Micros cachés dans les casiers. Filature nocturne. Tandis que Joe retourne à son poste, l'âme lestée d'un secret plus lourd que l'acier environnant. Les jours suivants s'étirent en un lent supplice sensoriel. Le 22 juin, à 16h45, Joe surprend Petrov glissant un microfilm dans une pièce de moteur. Le geste furtif comme un serpent filant dans l'herbe. Odeur de pellicule développée flottant fugacement. Il signale à Fisk par un appel codé depuis une ferme voisine, le combiné tremblant contre son oreille, le croassement des corbeaux amplifiant sa solitude. Le 25 juin, perquisition discrète. Agent fouillant le vestiaire de Larsen au petit jour, 05h30, torchette éclairant des carnets chiffrés,
odeur de vodka éventée et d'encre fraîche. Joe monte la garde, cœur en ébullition, sentant le béton froid suinter sous ses pieds nus. Vous vivez ces nuits d'insomnie avec lui, le matelas affaissé de sa chambre de location, craquant sous son poids agité. L'odeur de bière éventée et de sueur froide, rêves hantés de Staline ricanant au-dessus des silos à missiles. Le réseau se dévoile parcimonieusement, comme une plaie s'ouvrant. Petrov, alias Yuri Ivanov, officier GRU exfiltré de Berlin. Larsen, recruteur canadien lié à Guzenko, une chaîne menant à New York, où un atelier clandestin assemble des transmetteurs pour Moscou. Le 3 juillet, arrestation simultanée. À 22h17, dans l'usine déserte, sirène hurlante déchirant la nuit kansasienne, Petrov plaqué au sol près du quai 4, son cri en russe étouffé par le béton, odeur de peur animale, urine et sueur se mêlant à celle du kérosène. Joe observe de loin, caché derrière un empilement de tôles, les menottes cliquetant comme des chaînes du destin, flash des appareils photo illuminant son visage blême, un mélange d'horreur et de triomphe viscéral lui nouant les tripes. L'enquête s'élargit, tentaculaire. Interrogatoires à Wichita, 5 juillet, salle aux murs nus puant le tabac froid et la tension, où Petrov craque sous la pression. Voix brisée avouant 10 ans d'infiltration. Livraison d'alliages spéciaux pour le Tu-4, copié du B-29. Joe témoigne le 10 juillet, au tribunal fédéral de Topeka. Cravate serrée comme un garrot, sentant les regards des jurés peser comme des enclumes, le marteau du juge claquant tel un verdict divin. Vous montez au banc avec lui, gorge sèche, le bois poli luisant sous les néons, chaque mot pesé comme une balle de M1. L-Aftermath s'installe, lent et oppressant. Mi-août 1951, l'usine reprend, mais Joe sent les ombres persistantes. Un regard fuyant, un colis suspect. Insomniaque sous les étoiles du Kansas, l'air nocturne chargé d'humidité et de regret. Réalisant que sa découverte a sauvé des escadrilles entières, mais gravé en lui une cicatrice invisible, plus profonde que celle de ses mains. Le silence après la tempête est assourdissant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge, le poids de l'histoire pesant sur ses épaules voûtées, tandis que le vent porte l'écho lointain des moteurs stratogènes, gardien vigilant d'un ciel désormais un peu moins perfide. Pourtant, dans la quiétude trompeuse de son ranch isolé, une lettre anonyme glissée sous la porte à 03h12 du 15 août, parfum d'encre soviétique, murmure « Tu n'as rien vu, Arlan. » Pas encore. La peur renaît, éternelle, dans l'ombre des géants d'acier. Fin août 1951, Ranch des Arlan, 04h47. Lune pâle filtrant à travers les rideaux jaunis, Joe fixe la lettre dépliée sur la table de chêne éraflée. Encre noire encore fraîche sous ses doigts tremblants. Mots dansant comme des serpents. Tu n'as rien vu, Arlan. Pas encore. Le tic-tac de l'horloge murale gonfle, oppressant. Chaque seconde, un marteau sur ses tempes, tandis que l'odeur de café froid se mêle à celle de la poussière levée par le vent du Kansas, infiltrant les fissures des murs comme un souffle ennemi. Il froisse le papier, le fourre dans sa poche de chemise, attrape les clés du pick-up Ford rouillé, phare jaunâtre trouant la nuit, gravier crissant sous les pneus comme des os broyés, direction le bureau du shérif à Wichita. 45 km d'asphalte craquelé, phare lointain d'un semi-remorque fantôme dans le rétro. À 05h32, porte vitrée embuée, shérif Arlan, homonyme maudit, moustache grise et yeux lasses, lit la lettre à la lumière d'une lampe à huile, haussement d'épaules. Du vent, Joe. Les Russes sont en tôle. L'affaire est close. Rentrez chez vous, avant que les voisins jasent. Silence pesant. Crachotement de la radio, crachant des bulletins météo. Joe sort, poing serré sur le volant, rage bouillonnant comme du kérosène non raffiné. 9 septembre, usine Boeing, hangar 7, 14h22.
Chaleur étouffante des soudeuses crépitant comme des mitrailleuses, Joe inspecte un lot d'ailes stratojet, sueur salée piquant ses cicatrices, quand un ouvrier, nouveau, accent traînant du Texas ou d'ailleurs, glisse un regard trop long, trop fixe, boîte à outils cliquetant rythmiquement contre sa cuisse. « Tout bon, chef !» Voix mielleuse, dents jaunes luisant sous les néons. Joe hoche la tête. Mais au fond de lui, le doute s'enracine, vrille. Schéma d'alliage suspect sur le établi. Ligne trop précise, trop. Soviétique. Nuit suivante, 02h16, il fouille son bureau. Tiroirs éventrés. Papiers éparpillés comme des feuilles mortes. Une photo de sa femme disparue. 1943, Pacifique. Taché d'une empreinte boueuse, odeur de tabac balkanique flottant dans l'air confiné. 22 septembre, foire du comté à Hutchinson, 19h45, rire gras et fumée de barbecue, Joe sirote une bière tiède près du stand de tir quand elle apparaît. Silhouette en robe fleurie, cheveux auburn cascadants, yeux verts comme du jade fêlé. Monsieur Harlan, Elena, de l'agence de Wichita. On m'envoie pour discuter. Voix douce, accent slave effleuré, main effleurant son bras. Frisson électrique, parfum de jasmin et de danger. Il marche vers les roulottes, foire grondant autour, manège hurlant masquant leurs murmures. Petrov n'était qu'un pion. Le vrai réseau dort sous vos pieds, dans les fondations même de l'usine. Elle glisse un microfilm dans sa paume, froid comme une lame, puis s'évanouit dans la foule, laissant Joe pantelant, cœur cognant, réalisant que la cicatrice s'ouvre, saigne, et que les géants d'acier, là-haut, pourraient être bien cachés des loups affamés. Mi-octobre, tempête rageuse, 23h09, ranch fouetté par la pluie, éclairs zébrant le ciel. Joe démonte le microfilm à la lueur d'une lampe torche. Plan d'un tunnel sous le quai 4, reliant à un silo abandonné, livraison fantôme vers Cuba ou pire. Téléphone grésillant vers le FBI à Topeka. Ligne coupée, silence hurlant. Il charge son M1, canon luisant, ombre mouvante dehors, pas lourd dans la boue, respiration rauque sous le porche dégoulinant. La porte tremble, verrou cède dans un craquement sinistre, et dans l'encadrement, silhouette encapuchonnée, flingue braquée, murmure rauque. « Rien vu, Harlan !» Le premier coup de tonnerre noie le sien. Acte 3. Premier éclair déchire la nuit. Silhouette encapuchonnée, figée en négatif. Cicatrice barrant la joue gauche, yeux luisants comme billes d'ambre sale. Joe roule au sol, éclat de bois pleuvant, tonnerre avalant le fracas du M1, chargeur vide en 3 secondes, culasse cliquetant à sec. Pluie martelant le plancher, il rampe vers l'armoire, doigts glissant dans flaques tièdes, sang ou bourbon renversé. Deuxième ombre surgit du couloir, bottes claquant, baïonnette luisant, coup de crosse en pleine tempe, craquement d'os, gémissement étouffé noyé par le vent hurlant. Porte béante, trombe d'eau fouettant l'entrée, Joe titube dehors, épaules en feu, veste poisseuse. Camion tout saute sous la grêle, phare crevant le noir, pneus labourant la boue rouge vers l'usine, 23h47, compteur vibrant comme un cœur affolé. Cicatrice de Joe palpite, souvenir du Pacifique remontant, épouse riant sur la plage, 1943, avant le sous-marin qui l'avala. Odeur de tabac balkanique encore dans les narines, mêlée à celle du jasmin d'Elena. Quai 4, 00h22, usine fantôme sous la tempête. Géants d'acier ployant comme des croix rouillées. Joe descend l'échelle rouillée. Lampe torche balayant graffitis slaves effacés. Tunnel s'ouvrant comme une veine purulente. Rails rouillés, caisses estampillées. Machinerie agricole, la Havane, murmure d'eau goûtant, écho de pas lointain. Microfilm brûle dans sa poche, plan gravé en lettres de feu,
Silo relié à un puits d'ascenseur. Chargement nocturne vers l'ouest. Fusée ou pire. Au cœur, salle aux parois suintantes, ampoules nues oscillant. Elena attend. Robe trempée collant à sa peau, cheveux plaqués, flingue pendant au bout du bras. Arlan, vous êtes venu. Voix brisée, accent slave plus lourd, jade des yeux voilés de larmes ou de ruses. Derrière elle, silhouette massive, directeur Morel, complet froissé, cigare balkanique mâchouillé, photo de l'épouse de Joe pincée à sa chaîne de montre. Ta gosse, Arlan, chantait pour Staline avant le Pacifique. On l'a récupérée. Elle voulait que tu oublies. Temps suspendu, pluie cognant les tôles au-dessus. Joe lève le M1 récupéré sur le mort. Canon tremblant. Elena tend la main. Le réseau finit ici. Morel est le dernier. Mais l'éclair suivant révèle le tatouage sur son poignet. Faucille et marteau, effacés à demi. Coup de feu part, son propre, ricochant dans les caisses. Morel charge, poing comme un marteau-piqueur. Joe esquive, culbute dans flaques huileuses. Lutte au sol, respiration rauque mêlée aux gouttes. Elena criant « Non !» Son coup de feu à elle fauche Morel en pleine poitrine, sang giclant noir sous la lampe. Silence retombe, 00h59. Elena à genoux, flingue tombant. Ta femme. Elle m'a sauvé, en 44. On était toutes les deux des ombres. Joe, dos au mur, cicatrice béante à l'épaule, appuie sur la gâchette vide. Sirène lointaine perçant la tempête. FBI, enfin, ligne réparée trop tard. Elena se penche, lèvres effleurant sa joue. Oublie-moi, Arlan. Les loups dorment. Elle s'éloigne dans le tunnel, ombre fondant dans l'ombre, laissant microfilm calciné et photos tachées. Aube grise, 06h14, Koé 4 bouclé par ruban jaune, Joe assis sur un bidon, bière tiède à la main, géant d'acier immobile. Cicatrice refermée, mais le doute vrille encore. Jasmin ou tabac, jade ou faucille. Foule de la foire gronde au loin, rire gras masquant les murmures éternels.